La crise entre l'Espagne et la Catalogne, quelles sont les causes de ce divorce au bord de la rupture définitive? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Christian Hoarau. Bonjour Christian Hoarau. Bonsoir. Alors vous êtes économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et à l'université UPF de Barcelone. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, la Catalogne dans tous ses états. Alors, première question, pourquoi, comment un spécialiste de l'économie que vous êtes, de la gestion et de la finance, a voulu écrire un livre sur la Catalogne? Pour plusieurs raisons, mais je dirais au moins une qui est au centre de certains débats, c'est l'indépendance de la Catalogne est-elle viable d'un point de vue économique? Et justement, l'économie catalane, la richesse de la Catalogne est au cœur de ce divorce. On pourrait dire que, comme dans d'autres régions d'Europe, que c'est un nationalisme de riches. Les Catalans ne veulent plus payer, d'une certaine manière, pour l'Espagne. C'est le discours dominant. C'est ce qu'on entend. En fait, le verre est à moitié plein, il est à moitié vide. Autrement dit, les Catalans considèrent qu'ils transfèrent trop de ressources fiscales à l'État espagnol par rapport à ce que normalement ils devraient transférer. C'est-à-dire ils souhaitent baisser leurs contributions. Donc ils sont d'accord pour le principe de solidarité, mais ils considèrent qu'il faut revoir les modalités de la solidarité interterritoriale. D'accord. Je voudrais insister sur un point. C'est que cette crise, qui est la plus grave crise de l'Espagne depuis 1978. 1978, il faut rappeler que c'est 3 ans après le retour, après la mort de Franco, c'est la première constitution démocratique de l'Espagne. Voilà, et c'est un compromis, il faut le rappeler, la constitution de 1978, c'est la fameuse formule de la ley à la ley, c'est-à-dire de la loi à la loi, et puis on passe sous le tapis l'héritage franquiste, on la guerre civile. La guerre civile, etc. Et c'est en 1978 que la Catalogne retrouve un statut d'autonomie. Elle retrouve la Generalitat, elle retrouve effectivement son statut d'autonomie qui date de 1979, en fait, juridiquement. Elle avait en 1931, sous la Seconde République, elle avait une autonomie, elle avait un statut d'autonomie. Et qu'elle avait évidemment perdu sous Franco. Exactement, exactement. Et c'est pour cela que la Catalogne, le Pays Basque et la Navarre ont bénéficié d'une voie rapide pour accéder à l'autonomie. Donc après 78. Voilà, après 78. Pour revenir, alors, oui. Je disais, c'est la plus grave crise de l'Espagne. Ce qui est important, c'est les conséquences économiques de la crise de 2008. Ces conséquences ont été extrêmement néfastes pour plusieurs pays, mais pour la Catalogne, elle a été extrêmement... Donc là, vous parlez de la crise financière internationale mondiale de 2007-2008. Voilà, la crise économique 2008-2009, et puis, alors elle a été néfaste parce qu'elle s'est traduite par des coupes budgétaires au niveau de la Catalogne, qui ont touché le social, qui ont touché les investissements, qui ont touché l'administration. Et ce fameux déficit fiscal, vous savez, ce transfert de ressources, a été ressenti comme inacceptable justement après la crise économique de 2008-2009. Ça a accéléré en fait le processus de catalanisme et d'indépendantisme catalan. Je voudrais vous demander, Christian Hoarau, est-ce qu'une Catalogne indépendante, si elle devait se séparer de l'Espagne, est-ce qu'elle serait vivable d'un point de vue économique? Écoutez, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la réponse est non. La réponse est non, parce que la seule possibilité de viabilité économique, ce serait une Catalogne au sein de l'Union européenne. Et
actuellement, l'autonomie est entrée dans la danse. Vous avez vu, transfert des sièges sociaux, baisse des réservations touristiques de 20%. Donc l'autonomie a une incidence assez forte. Ce qui veut dire que si la Catalogne prend son indépendance, elle quitte automatiquement l'Union européenne? Elle quitte l'Union européenne et je pense que l'indépendance est fortement improbable, même impossible. Hein. Alors, on le voit dans votre livre, la Catalogne se vit depuis longtemps comme une nation avec un peuple, une langue et une histoire spécifique. C'est le cas. C'est le cas. Simplement, c'est une nation sans État. Alors l'État, il y a un embryon d'État qui existe. Disons que, qu'est-ce qui empêche de passer à la dernière étape? Écoutez, je pense que je fais un point d'histoire qui est extrêmement important, qui explique aussi certaines interventions du roi et du gouvernement espagnol. La seule demande de Franco à Juan Carlos, ça a été de maintenir l'unité de l'Espagne. Donc, la question de l'unité de l'Espagne est au centre du conflit actuel, et d'un côté, et la volonté de rupture des indépendantistes de l'autre. En fait, l'Espagne, elle veut, le gouvernement espagnol actuel, mais tous les gouvernements espagnols veulent, comment dirais-je, le respect de la Constitution. Exactement. Le respect de la Constitution, la légalité espagnole, et les indépendantistes ont adopté au Parlement catalan des lois de déconnexion de l'Espagne et des lois qui méconnaissent la légalité espagnole. Mais comment d'après vous, on est passé d'une volonté d'autonomie de la Catalogne à une volonté d'indépendance? Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. Le premier facteur qu'il faut prendre en compte, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé 14 articles sur un peu plus de 200 du statut d'autonomie de 2006 qui avait été voté sous l'impulsion de M. Zapatero. Voilà. Il y avait un gouvernement dominé par les socialistes à Madrid. Exactement. Ils avaient accordé plus d'autonomie à la Catalogne. Et 4 ans plus tard, le tribunal constitutionnel a retiré cette autonomie. Enfin, ces avancées d'autonomie. Il a annulé l'aspect novateur de ce statut. Et le retour, la saisine, venait du Parti populaire. D'accord. C'est le Parti populaire, donc, qui est actuellement au pouvoir à Madrid, qui avait contesté cet accroissement de l'autonomie catalane. Oui, je dirais que du point de vue espagnol, et notamment du Parti populaire, il y a une obsession catalane. Et d'une partie de la population catalane, il y a une obsession espagnole. Enfin... Mais on a l'impression que le gouvernement espagnol a très mal joué le coup ces derniers mois. On a l'impression qu'ils ont été fermés à tout dialogue et qu'ils ont répété la Constitution, rien que la Constitution. Alors que les Catalans étaient peut-être prêts au départ, en tout cas, à discuter et que ça a renforcé en fait les extrémistes dans le camp catalan. Exactement. Monsieur Rajoy a joué le pourrissement de la situation et dans sa stratégie, il pensait que les indépendantistes lâcheraient les premiers. Ils n'y allaient pas juste au bout de leur démarche. Notamment par rapport au référendum du 1er octobre. Alors tous les Catalans ne sont pas indépendantistes. Ah non. Alors, si on peut donner une répartition, disons qu'il y a 48% de la population qui a voté pour les indépendantistes aux élections régionales de 2015, et 52% qui, disons, ont voté pour des partis unionistes. Alors qu'est-ce qui va se passer là? On sait que mardi, donc l'ultimatum, lundi même, l'ultimatum lancé par Mariano Rajoy arrive à échéance. Donc il demande en fait aux indépendantistes catalans de renoncer à l'indépendance. Quels sont les scénarios qui peuvent se dérouler dans les prochains jours en Espagne selon vous? Alors M. Puigdemont doit dire si oui ou non il a proclamé l'indépendance. Alors il peut répondre très clairement. S'il répond oui, M. Rajoy mettra en œuvre l'article 155 de la Constitution,
qui permet au gouvernement espagnol de prendre le contrôle de l'autonomie catalane. Donc il retire l'autonomie à la Catalogne. Il ne peut pas la retirer parce que... Enfin, il prend le contrôle. Il prend le contrôle. Dans les faits, c'est l'Espagne qui va reprendre les rênes de la Catalogne. Voilà. Alors après, la question, c'est du périmètre. L'article, dans son principe, est simple. Dans son application, personne ne le sait parce qu'il n'a jamais été utilisé. Donc, on peut imaginer que ça va susciter des réactions chez les Catalans les plus indépendantistes, évidemment. Ah ben, je pense qu'il y aura une mobilisation populaire. Et je dois dire que lorsque vous avez plus de 2 millions de personnes dans la rue, la police nationale espagnole et même l'armée ne peut rien. Christian Houarot, on a l'impression de 2 camps qui sont aujourd'hui prisonniers d'une stratégie jusqu'au boutiste. Ben, c'est une stratégie perdant-perdant. Mais je dirais, pour la réponse que doit donner M. Puigdemont, je dirais qu'il est peut-être plus facile d'aller jusqu'au bout du chemin, même s'il y a le précipice, que de revenir en arrière. Et donc vous êtes plutôt pessimiste pour les jours qui viennent? Un peu. Mais disons que, pour faire simple, telle que soit la réponse de Puigdemont, mon pronostic est qu'il y aura des élections régionales anticipées. En Catalogne, pour qu'on recompte le poids politique de chacun à l'intérieur de la Catalogne. S'il y a le contrôle par l'État, il ne peut pas rester indéfiniment, et il faudra qu'il y ait des élections. Et si M. Puigdemont dit non ou dans une formule alambiquée, il faudra bien qu'il revoie ses alliances. Merci Christian Houarot. Je rappelle le titre de votre livre pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre l'Espagne et la Catalogne. La Catalogne dans tous ses états aux éditions L'Harmattan, avec une préface d'ailleurs d'Artur Mas, qui était l'ancien Premier ministre de Catalogne avant M. Puigdemont. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout de suite, la chronique culturelle.